Le 16 décembre 2025, la poussière rouge de Yimdi annonce une rupture. Une autoroute intérieure de 332 km est lancée, financée par des ressources nationales, sans prêt assorti de conditions, et présentée comme la première vertèbre d'un tracé autonome. Mais si une route accélère les échanges, elle expose aussi un corridor stratégique reliant économie, sécurité et pouvoir dans un même espace. Que signifie ce pari pour les citoyens et pour l'État lorsque Ibrahim Traoré associe bitume, frontières et souveraineté dans une architecture assumée? Derrière l'inauguration, une grammaire nouvelle commence à s'imposer. Cette séquence promet une lecture précise de ce qui se joue au-delà d'un chantier routier. L'enjeu est simple à formuler, mais complexe à tenir. Comprendre comment une décision d'infrastructure peut, en même temps, stimuler l'économie, réorganiser la sécurité et redéfinir l'exercice du pouvoir. Pour Ibrahim Traoré, l'axe n'est pas présenté comme un projet isolé, mais comme un test de cohérence entre financement interne, contrôle territorial et crédibilité politique. Si la stratégie réussit, la route devient un multiplicateur. Elle structure les échanges internes, justifie une protection coordonnée et renforce la souveraineté revendiquée. Si elle échoue, le corridor se transforme en vulnérabilité coûteuse, concentrant risques budgétaires et menaces sécuritaires. Ce qui est en jeu dépasse donc le bitume. Il s'agit de savoir si un État peut transformer un symbole politique en mécanisme opérationnel durable, observable et mesurable. La promesse faite au public est claire. Moins de dépendance déclarative, plus de résultats tangibles. Reste à voir comment cette promesse se matérialise, étape après étape. En moins de 2 semaines de décembre 2025, 3 décisions liées entre elles redessinent un même schéma stratégique. Une autoroute intérieure de 332 km est lancée, les entreprises étrangères sont exclues des chantiers nationaux, puis une force multinationale de 5000 hommes est annoncée pour protéger les axes vitaux. Ces chiffres, mis bout à bout, signalent une rupture méthodique que Ibrahim Traoré présente comme une bascule de souveraineté active plutôt qu'une suite de gestes isolés. Pour comprendre la portée de cette séquence, il faut revenir au rôle historique des routes au Sahel. Pendant des décennies, les grands axes ont surtout servi à acheminer matières premières et richesses vers l'extérieur, rarement à structurer les échanges internes ou la défense territoriale. Relier 2 villes ne signifiait pas nécessairement renforcer l'État. Dans ce cadre, une autoroute financée sans prêt extérieur prend une valeur politique qui dépasse sa fonction logistique. Elle devient un signal adressé à l'intérieur comme à l'extérieur. L'infrastructure n'est plus neutre, elle est revendiquée comme un instrument de pouvoir. La mini-révélation tient au rythme choisi, en annonçant successivement l'axe, l'exclusion des firmes étrangères, puis la force commune. Ibrahim Traoré empêche les oppositions de se cristalliser sur un seul point. Chaque décision appelle la suivante. La route justifie la protection légitime, l'intégration régionale, l'ensemble ferme la porte à un retour rapide aux mécanismes de dépendance financière. Cette accélération transforme une intention ancienne, souvent reportée faute de financement clair, en un chantier visible et irréversible. Le contexte régional renforce cette lecture. Dans un Sahel marqué par des recompositions sécuritaires et des soupçons d'ingérence, l'enchaînement des annonces installe un précédent. Il ne s'agit plus de demander un soutien, mais d'affirmer des choix déjà actés. La question centrale devient alors pratique. Cette architecture intégrée peut-elle tenir dans le temps, ou révèle-t-elle ses fragilités dès la phase d'exécution? Sur le terrain, la stratégie prend corps loin des tribunes. Ingénieurs locaux, chefs de chantier du génie militaire et entrepreneurs burkinabés deviennent les premiers visages visibles de l'axe. Leur mission dépasse l'exécution technique. Ils traduisent une vision politique en kilomètres réels, en délais tenables et en arbitrage quotidien. Dans ce dispositif, l'État teste sa capacité à reprendre la main sur des fonctions longtemps déléguées, depuis la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la protection des travaux. Un premier impact apparaît dans l'organisation. La décision de réserver les chantiers aux entreprises nationales raccourcit les chaînes de décision et transfère la responsabilité directe des retards ou des défauts à l'appareil local. Moins d'intermédiaires, mais davantage d'exposition. Chaque tronçon livré devient une preuve de crédibilité. Chaque ralentissement nourrit immédiatement la critique.
Cette pression est assumée comme le prix à payer d'une autonomie revendiquée. Un micro-cas illustre cette dynamique. Sur un segment pilote, des équipes mixtes, civiles et militaires, coordonnent logistique, sécurité et calendrier. La cohabitation accélère certaines procédures, mais brouille aussi la frontière traditionnelle entre développement civil et impératif sécuritaire. L'effet précoce est double, une meilleure synchronisation opérationnelle et une attente publique plus élevée quant aux résultats concrets. Dans cette phase initiale, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un annonceur que comme un chef d'orchestre reliant infrastructure, sécurité et tempo politique. Le pari se joue déjà à petite échelle, si l'État tient ses engagements techniques, la stratégie gagne en crédibilité. Si les écarts s'accumulent, le symbole se fragilise. En clair, l'essentiel est immédiat. L'autonomie proclamée n'existe que si l'exécution suit. Avant décembre 2025, l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso existait surtout comme une intention technique. Il figurait dans des plans régulièrement évoqués puis repoussés, faute de financement clair et de consensus politique durable. La route était pensée comme un dossier parmi d'autres, dépendant de partenaires extérieurs, perçus comme incontournables pour des travaux de cette ampleur. Dans cette phase avant, on retrouve l'attente, la fragmentation des responsabilités et une logique de dépendance acceptée comme contrainte structurelle. Le basculement s'opère dans une séquence courte et assumée. Le 14 décembre 2025, Ibrahim Traoré annonce l'exclusion des entreprises étrangères des projets routiers stratégiques, transférant officiellement la maîtrise d'ouvrage aux acteurs nationaux et au génie militaire. 2 jours plus tard, le lancement public de l'autoroute de 332 km à Yimdi transforme une décision administrative en geste irréversible. La route cesse d'être un projet théorique. Elle devient un chantier visible, financé par des ressources internes et placé sous le regard permanent de l'opinion. Cette activation appelle immédiatement une justification sécuritaire. Ibrahim Traoré lie explicitement la construction de l'axe à la nécessité de le défendre, introduisant l'idée qu'une infrastructure vitale, sans protection coordonnée, devient un risque stratégique. Le 20 décembre 2025, à Bamako, l'annonce d'une force unifiée de l'Alliance des États du Sahel, forte de 5000 hommes, complète la séquence. L'asphalte est présenté comme une artère, la force commune comme un bouclier, pris isolément. Chaque élément peut être discuté. Assemblés, ils forment un mouvement cohérent. Le rythme joue un rôle central. En moins d'une semaine, 3 décisions structurantes se répondent. Cette accélération réduit les marges de manœuvre pour un retour en arrière discret, tant sur le plan interne que régional. La route appelle l'exclusion des firmes étrangères, qui appelle à son tour la justification sécuritaire. La séquence verrouille le cadre du débat. Il ne porte plus sur l'opportunité de chaque mesure, mais sur la capacité à tenir l'ensemble. Les premières répliques apparaissent rapidement. À l'intérieur, l'administration et les entreprises locales doivent absorber une charge nouvelle, avec des attentes élevées en matière de délai et de qualité. La visibilité politique du chantier amplifie chaque succès comme chaque retard. À l'extérieur, partenaires et voisins observent une inflexion nette. Les projets ne sont plus présentés comme des opportunités à financer, mais comme des choix déjà actés. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré assume l'exposition. Il accepte que chaque incident sécuritaire, chaque arbitrage budgétaire ou chaque ralentissement technique soit interprété à l'aune de cette stratégie intégrée. La route devient ainsi un indicateur politique permanent. La suite est claire, soit la cohérence se traduit en résultats, soit la séquence révèle ses limites au moment même où elle prétend redéfinir la souveraineté. Le point de départ est une situation connue. Avant cette séquence, les grands projets d'infrastructure reposaient majoritairement sur des financements extérieurs, conditionnés et étalés dans le temps, ce qui retardait leur mise en œuvre et diluait la responsabilité. Le déplacement opéré fin 2025 introduit un delta clair, le financement interne est présenté comme le levier principal et les chiffres deviennent des marqueurs de faisabilité plutôt que des promesses abstraites. Ibrahim Traoré ancre ainsi sa stratégie dans des ordres de grandeur précis, destinés à être vérifiés dans la durée.
Le premier chiffre mobilisé concerne la ressource minière. La production aurifère nationale est présentée comme ayant augmenté de 58% en 2025 pour dépasser 70 tonnes. Dans le récit officiel, cette progression ne vaut pas seulement comme performance économique. Elle sert de base budgétaire nouvelle permettant de rediriger vers l'État des flux auparavant captés par des acteurs extérieurs. L'or cesse d'être décrit comme une simple exportation. Il devient un actif structurant, destiné à financer des capacités productives et à soutenir des choix politiques sans recourir à des prêts assortis de conditions. Un deuxième repère chiffré concerne directement l'infrastructure. Le chantier de l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est annoncé comme intégralement financé sur fonds publics, avec une enveloppe de 200 milliards de francs CFA inscrite au budget 2026. Ce montant est mis en regard des pratiques antérieures pour démontrer qu'une dépense lourde peut être engagée sans hypothéquer la souveraineté financière. La route devient ainsi un test mesurable. Elle existe ou elle n'existe pas, indépendamment de décaissements extérieurs attendus ou retardés. Le troisième chiffre touche à la dimension sécuritaire. La force unifiée de l'Alliance des États du Sahel est annoncée avec un effectif initial de 5000 soldats. Pour Ibrahim Traoré, ce nombre n'est pas présenté comme une démonstration de puissance brute, mais comme un seuil opérationnel jugé suffisant pour sécuriser les axes vitaux et les installations stratégiques. L'argument repose sur l'idée qu'une force coordonnée et intégrée peut produire plus d'effets qu'une multitude d'unités dispersées. Pris séparément, ces chiffres restent discutables. Assemblés, ils forment une chaîne logique que le pouvoir présente comme autosuffisante. L'or finance l'infrastructure. L'infrastructure justifie la protection. La protection sécurise les sources de revenus. Cette mise en chiffres a une fonction politique claire, déplacer le débat du terrain idéologique vers celui de la faisabilité. Les soutiens peuvent s'appuyer sur des données concrètes. Les critiques sont invités à contester non pas l'intention, mais la capacité à maintenir ces niveaux dans le temps. La question de la durabilité s'impose alors. Ces indicateurs peuvent-ils rester stables si les conditions sécuritaires ou les prix des matières premières évoluent? En liant systématiquement données économiques et choix sécuritaires, Ibrahim Traoré accepte que chaque variation future devienne un point de contrôle permanent. Le chiffre n'est plus un argument ponctuel, il devient un engagement exposé appelé à confirmer ou à fragiliser la trajectoire revendiquée. Les critiques les plus solides ne portent pas sur l'intention, mais sur la viabilité. Une première objection vise l'économie du modèle. Appuyer simultanément une grande infrastructure, une montée en puissance sécuritaire et un programme industriel expose l'État à une tension budgétaire durable. Selon cette lecture, fonder l'autofinancement sur les revenus miniers accroît la vulnérabilité aux fluctuations des prix internationaux. Si les recettes se contractent, les projets risquent de ralentir brutalement, forçant des arbitrages coûteux entre entretien des axes, dépenses sociales et sécurité. Une deuxième objection touche à la dimension sécuritaire. Concentrer des moyens militaires autour d'axes économiques majeurs pourrait transformer ces corridors en cibles prioritaires. La force multinationale de 5000 hommes est jugée symboliquement forte, mais opérationnellement limitée face à des menaces diffuses et mobiles. Dans ce cadre, l'intégration entre développement et défense serait davantage déclarative qu'efficace, exposant l'infrastructure à des tests répétés sans garantie de dissuasion durable. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Ils renvoient à des fragilités classiques, des stratégies de souveraineté accélérée. La réponse officielle s'articule toutefois autour d'une logique différente. Du point de vue du pouvoir, l'alternative n'est pas entre dépendance prudente et sécurité parfaite, mais entre vulnérabilité passive et risque assumé. En concentrant des ressources sur des axes précis, l'État accepte une exposition accrue, mais gagne en lisibilité stratégique et en capacité de réaction coordonnée. Sur le plan budgétaire, l'intégration verticale est avancée comme contre-argument. L'or n'est plus présenté comme une variable de trésorerie, mais comme un actif structurant destiné à financer des capacités productives et défensives, avec des seuils d'alerte et des ajustements possibles. Sur le plan sécuritaire, l'accent est mis sur la coordination plutôt que sur la masse. Pour Ibrahim Traoré, une force unifiée dotée d'un commandement clair et d'un partage du renseignement
offre une efficacité supérieure à des dispositifs fragmentés. Le débat oppose ainsi deux visions. L'une privilégie l'étalement et la prudence graduelle, l'autre, assumée par le pouvoir actuel, parie sur la cohérence et la vitesse comme facteur de crédibilité. La question reste ouverte. Ce pari réduit-il l'incertitude ou la concentre-t-il ? À ce point du récit, la lecture change. Il ne s'agit plus seulement de protéger une route, mais de synchroniser circulation économique, commandement militaire et contrôle politique dans un même espace continu. Ibrahim Traoré présente cette articulation comme un changement de grammaire. L'axe routier cesse d'être un outil logistique pour devenir un dispositif stratégique à part entière. La route structure désormais le temps autant que l'espace en réduisant les délais d'intervention et en reliant des zones autrefois gérées séparément. Cette révélation requalifie les annonces précédentes. L'exclusion des entreprises étrangères ne vise pas uniquement l'autonomie économique. Elle garantit la maîtrise complète d'un système où chaque composant, du chantier à la sécurité, reste sous contrôle national ou régional. La force multinationale n'est plus un ajout tardif, mais une pièce intégrée dès l'origine du projet. L'asphalte, la protection et le financement forment une chaîne pensée comme indissociable. Le basculement a des implications immédiates. Si l'infrastructure est conçue comme une architecture de pouvoir, chaque retard technique, chaque incident sécuritaire et chaque arbitrage budgétaire prend une dimension politique accrue. La question n'est plus de savoir si la route sera achevée, mais ce que produit un État lorsqu'il lie développement et sécurité dans un même cadre opérationnel. À mi-parcours, le projet révèle sa nature profonde, un test de capacité à gouverner par la cohérence plutôt que par l'accumulation de symboles. Les effets de cette stratégie intégrée se lisent d'abord du point de vue de l'État. En reliant infrastructure, financement et sécurité dans un même cadre, le pouvoir central gagne en capacité de pilotage et en visibilité stratégique. Les décisions budgétaires, autrefois dispersées entre priorités concurrentes, se trouvent alignées autour d'axes clairement identifiés. Pour Ibrahim Traoré, cette cohérence vise à réduire les arbitrages improvisés et à transformer chaque dépense en signal politique lisible tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La route devient ainsi un indicateur permanent de crédibilité opérationnelle. Pour les entreprises nationales, l'impact est immédiat mais ambivalent. L'exclusion des firmes étrangères ouvre un espace inédit aux entrepreneurs locaux et aux bureaux d'ingénierie burkinabés, désormais placés au cœur de projets d'envergure. Cette opportunité s'accompagne toutefois d'une pression accrue sur la qualité et les délais. L'échec ne peut plus être imputé à des partenaires extérieurs. La montée en compétences devient une condition de survie économique et non un objectif abstrait. Dans ce cadre, l'infrastructure agit comme un révélateur, distinguant les capacités durables des effets d'aubaine. Du point de vue des citoyens, les conséquences se mesurent à la fois dans le quotidien et dans le registre symbolique. À court terme, une autoroute intérieure promet une réduction des temps de déplacement, une meilleure circulation des biens et une présence étatique plus visible le long des axes. À moyen terme, la protection renforcée des corridors modifie la perception de l'État, perçu moins comme un acteur lointain que comme une autorité capable d'assurer continuité et protection. Cette évolution nourrit des attentes élevées, mais aussi une vigilance accrue face aux résultats concrets annoncés. À l'échelle régionale enfin, la portée dépasse largement les frontières nationales. En affirmant que les axes économiques stratégiques doivent être protégés par une force coordonnée, Ibrahim Traoré introduit une norme nouvelle dans un espace longtemps fragmenté. Les États voisins observent un modèle qui lie souveraineté et intégration régionale sans passer par des cadres financiers ou sécuritaires dominés de l'extérieur. Cette posture substitue à la logique de dépendance une logique de bloc solidaire fondée sur des choix assumés plutôt que sur des demandes de soutien. Pris ensemble, ces effets montrent que la stratégie ne produit pas un bénéfice unique, mais une série de transformations imbriquées. Chacune comporte ses gains et ses coûts. Aucune ne peut être évaluée isolément. La route, l'économie et la sécurité forment désormais un système dont la stabilité dépend de l'équilibre entre ces dimensions. Le véritable enjeu se déplace alors.
Non plus juger l'intention, mais observer si l'exécution maintient cette cohérence dans le temps. À horizon de 6 à 12 mois, la trajectoire peut se décliner en 3 scénarios distincts sans prétendre à une prévision ferme. Le scénario de base repose sur une exécution disciplinée. Les travaux avancent par tronçons visibles, la coordination sécuritaire se stabilise autour des corridors et les financements internes restent suffisants pour tenir le calendrier annoncé. Dans cette configuration, la stratégie portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une normalisation progressive. Moins d'annonces spectaculaires, davantage de livrables et une attention accrue portée à la maintenance, à la gouvernance quotidienne et au suivi des indicateurs. Un scénario plus favorable suppose l'alignement de plusieurs leviers. Les recettes issues des ressources minières confirment leur dynamisme, permettant de lisser les dépenses et d'accélérer certains chantiers connexes. La force multinationale améliore sa coordination, réduisant les incidents le long des axes stratégiques et renforçant la confiance des acteurs économiques locaux. Cette convergence produit un effet d'entraînement, investissements nationaux plus visibles, circulation accrue des biens et perception régionale d'un modèle reproductible. Dans ce cas, l'infrastructure y cesse d'être un symbole pour devenir un multiplicateur, et la posture de souveraineté gagne en légitimité pratique. Le scénario dégradé repose au contraire sur une accumulation de frictions, une baisse des revenus attendus, des retards techniques répétés ou des incidents sécuritaires ciblés fragilisent la chaîne qui relie financement, protection et développement. Les corridors deviennent des points de tension, sollicitant des arbitrages budgétaires rapides et coûteux. La pression politique augmente tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et la stratégie intégrée se transforme en une série de réponses réactives. Le risque principal n'est pas l'échec brutal, mais l'érosion progressive de la crédibilité lorsque chaque ajustement est perçu comme un recul. Ces scénarios ne s'excluent pas mutuellement, ils dessinent un éventail de possibles conditionnés par la capacité à prioriser et à séquencer. Une recommandation de méthode s'impose, traiter l'axe et la sécurité comme des actifs à rendement différé, exigeant des décisions sobres et réversibles. Si les seuils restent lisibles et les choix ajustables, la trajectoire peut évoluer sans renier l'objectif central. Pour les citoyens urbains et périurbains, l'enjeu se situe dans la traduction concrète des annonces. Une autoroute intérieure signifie potentiellement moins d'isolement, des marchés plus accessibles et une présence étatique plus lisible le long des axes de circulation. Mais cette promesse n'a de sens que si la sécurité reste suffisamment stable pour que les usages civils ne soient pas relégués au second plan. Le bénéfice attendu est simple, que la mobilité quotidienne gagne en prévisibilité plutôt qu'en tension. Un deuxième groupe concerne les acteurs économiques locaux. Artisans, transporteurs et entrepreneurs de taille moyenne se trouvent directement exposés aux effets du projet. L'ouverture des chantiers aux entreprises nationales crée des opportunités réelles, mais impose aussi une montée en compétences rapides. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir des contrats, mais de tenir des standards techniques et des délais sous forte visibilité politique. Dans ce cadre, l'infrastructure devient un révélateur des capacités productives locales, distinguant l'apprentissage durable des engagements opportunistes. Un troisième regard émane des observateurs régionaux et de la diaspora. Pour eux, la stratégie associée à Ibrahim Traoré sert de test grandeur nature sur la possibilité d'un modèle moins dépendant des financements conditionnés. Le projet est scruté non seulement pour ses résultats, mais pour sa méthode. Articulation entre ressources internes, sécurité et intégration régionale. Cette lecture nourrit des débats plus larges sur la souveraineté économique et sur la capacité des États à assumer des choix coûteux sans appui extérieur dominant. Ces perceptions croisées rappellent une chose essentielle. Le succès ne se mesurera pas uniquement en kilomètres livrés ou en effectifs mobilisés, mais dans la manière dont ces choix modifient durablement les attentes, la confiance et les comportements des publics concernés. Pour transformer une promesse politique en processus mesurable, la stratégie esquissée repose sur une feuille de route en plusieurs étapes clairement identifiées. La première concerne la gouvernance du corridor. Les priorités et les budgets sont fixés par le pouvoir central, tandis que l'exécution est confiée aux entreprises nationales
et au corps du génie, avec des mécanismes d'audit internes chargés de suivre coûts, délais et qualité. Cette clarté vise à éviter la dilution des responsabilités qui fragilise souvent les grands projets. La deuxième étape porte sur la synchronisation entre sécurité et économie. Les unités dédiées à la protection des axes sont positionnées en fonction des flux réels et non d'un simple découpage administratif. L'objectif est d'assurer la continuité des usages civils tout en maintenant une capacité de réaction rapide. Dans cette logique, la sécurité n'est pas conçue comme un état permanent de tension, mais comme une fonction de soutien au fonctionnement normal du corridor. Ibrahim Traoré insiste sur cette articulation pour éviter que la protection ne devienne un frein à l'activité. La troisième étape concerne le financement. Les recettes issues des ressources minières sont affectées selon des règles explicites avec des seuils d'alerte prédéfinis en cas d'écart. Cette discipline budgétaire permet d'ajuster le rythme des travaux sans remettre en cause l'ensemble de la stratégie. Le chiffre devient ici un outil de pilotage, non un slogan. Enfin, la montée en compétences constitue un axe transversal. Former ingénieurs, techniciens et cadres intermédiaires est présenté comme une priorité parallèle au chantier lui-même. Cette transmission conditionne la maintenance future et la reproductibilité du modèle. La feuille de route n'offre aucune garantie de succès, mais elle propose un cadre pour apprendre, corriger et avancer sans rompre la cohérence initiale. Le récit revient alors aux visages entrevus plus tôt. Ingénieurs locaux, équipes du génie et entrepreneurs nationaux avancent par tronçons, confrontés aux contraintes du calendrier, du climat et de l'exposition publique. Pour eux, la stratégie n'est pas une abstraction. Chaque section livrée engage leur crédibilité, non seulement face à l'État, mais devant les communautés qui longent l'axe et attendent des résultats tangibles. Le projet cesse d'être un symbole lointain. Il devient un travail quotidien, visible, parfois fragile. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme le point de convergence. En liant son nom à une architecture aussi intégrée, il accepte que la route, la sécurité et l'économie soient jugées ensemble, sans possibilité de compartimenter les succès et les échecs. Cette exposition personnelle transforme l'infrastructure en engagement politique durable, difficile à diluer dans le temps. Le pari n'est plus seulement technique ou budgétaire. Il est narratif et institutionnel. Le rappel du motif initial est clair. Bâtir par ses propres moyens n'est pas seulement affirmer une souveraineté, c'est organiser une mise à l'épreuve collective. La poussière rouge, les machines et les équipes locales racontent une histoire moins spectaculaire que les annonces, mais plus exigeante, faite de constance et de correction. Une phrase s'impose comme point d'ancrage. La cohérence, plus que le discours, fera foi. À ce stade, l'expérience engagée ne demande ni adhésion automatique, ni rejet réflexe. Elle appelle une observation attentive. Le projet porté par Ibrahim Traoré met en jeu des symboles puissants, route, sécurité, souveraineté, mais il s'appuie surtout sur des mécanismes concrets qui peuvent être suivis, mesurés et discutés dans le temps. L'enjeu pour les sociétés concernées, comme pour les observateurs extérieurs, n'est pas de juger l'intention, mais de suivre l'exécution, dans ses continuités comme dans ses ajustements. Une infrastructure peut unir ou diviser. Une force de sécurité peut rassurer ou inquiéter selon la manière dont elle est gouvernée. Entre audace et dépendance, la ligne de crête reste étroite. Jusqu'où un État peut-il aller dans l'affirmation de sa souveraineté sans réduire ses marges de manœuvre ? Et inversement, à partir de quel point la prudence devient-elle un risque plus grand que l'action ? Le débat reste ouvert. Observer cette trajectoire, comparer ses effets et en tirer des enseignements constitue déjà une forme de participation éclairée. C'est dans cette lecture collective, informée et nuancée que se jouera la portée réelle de cette séquence.